démarre? Allez. Ravie de vous accueillir pour se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Je suis Cécile, je travaille chez Job4. Job4, on est un acteur du recrutement. On est spécialisé sur tout un écosystème tech, que ce soit de la startup, de la scale-up, du VC ou du startup studio. Et on va accompagner ces acteurs sur leur stratégie de recrutement et principalement autour de deux typologies de profils, les sales et le marketing. C'est cette deuxième catégorie qui nous intéresse aujourd'hui plus particulièrement. Et c'est la raison pour laquelle on accueille Émilie. Émilie qui est au cœur justement du marketing, qui est CMO chez WeDoGift. Et Émilie, je te laisse te présenter. Ouais, merci. Du coup, Émilie, directrice marketing chez WeDoGift depuis maintenant 2 ans. Ça va bientôt être mon anniversaire là-bas. WeDoGift, c'est des chèques cadeaux dématérialisés qui est né en 2014 de l'expérience personnelle de Jérôme, qui en fait s'est rendu compte qu'il y avait un grand marché, que c'était un marché un peu opaque. Et la volonté derrière, c'était de développer tout ça, pas seulement sur le chèque cadeau, mais plutôt sur les avantages salariés. Et aujourd'hui, on a 3 produits qui sont les chèques cadeaux pour les comités socio-économiques, les CSE, sur la partie incentive aussi, et sur la partie titre restaurant qu'on a développé en 2019. C'est l'ensemble des avantages salariés. Et quant à moi, 2 ans, quand je suis arrivée, on était 3 au marketing chez WeDoGift et aujourd'hui, on est 14. Et je pense peut-être plus d'une vingtaine en 2021, donc affaire à suivre. Et c'est justement un des gros challenges que de recruter au marketing. Top. Effectivement, oui, c'est le sujet de ce webinaire, c'est comment recruter des bons profils marketing. C'est vrai que nous, aujourd'hui, sur le marché, on a de plus en plus de demandes autour de ces profils, beaucoup plus que les tendances qu'on a pu analyser sur 2020 ou 2019, même si forcément 2020 était une année assez particulière. On a voulu faire un gros focus sur deux gros éléments. Le premier qui est un peu plus stratégique en amont de la définition autour des objectifs business et quel profil est le plus pertinent par rapport à cet objectif, et une partie beaucoup plus opérationnelle, où concrètement, comment on va les recruter, comment on définit un bon process de recrutement, où est-ce qu'on va les trouver, comment on les attire, comment on va les séduire. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les envoyer directement sur le chat. Je pense que c'est beaucoup plus sympa, ça crée de l'interaction, et on n'hésitera pas à y répondre au fur et à mesure dès qu'on aura terminé les différentes parties. Donc, choisir le bon profil market selon les objets, c'est vrai que nous, sur une vision peut-être un peu plus généraliste, parce qu'on va être en amont sur du recrutement, on va accompagner différents acteurs, que ce soit de la fintech, de la food, de la cybersécurité, de l'IA, etc., etc. Et l'une des premières questions qu'on va poser à nos interlocuteurs quand ils sont amenés à recruter effectivement un profil marketing, c'est quel est l'enjeu derrière? Est-ce que c'est un enjeu d'acquisition client? Est-ce que c'est un enjeu de notoriété? Est-ce que c'est une question de positionnement? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une entreprise qui va effectivement complètement changer de son fusil d'épaule, va proposer de nouveaux projets ou alors va se lancer à l'international et va avoir une stratégie de marketing et com qui va être différente? Je pense notamment à des avis vérifiés qui aujourd'hui s'appellent skippers ou à des ventes privées qui deviennent Vivi parce que c'est un peu plus compliqué à prononcer à l'international. Et toi, aujourd'hui, Émilie, avec ton retour d'expérience, comment tu as pu justement, sur cette partie plus en amont, définir tes objectifs en fonction de ton business chez WeDoGift? Alors, en gros, pour moi, il y a deux parties. Quand il y a l'idéal et le réel, enfin, dans l'idéal, en fait, c'est l'anticipation des besoins pour l'année. Anticiper les besoins de recrutement avec les ouvertures de postes au fur et à mesure, grâce à des roadmaps qu'on fait aussi en amont. En fait, c'est définir des objectifs globalement à l'échelle de l'entreprise, après du pôle, bien identifier les différents besoins. Et après, je pense qu'il y a également aussi un travail sur la structuration, parce que notamment quand je suis arrivée chez WeDoGift en 2019, c'était pour créer ce département marketing. En fait, on peut vite catégoriser le marketing comme de la com, ou enfin, souvent ça peut être c'est la première des missions qu'on peut avoir. Et il y a cette réflexion autour de la structuration du pôle qui doit grandir au fur et à mesure. Et du coup, cette structuration du pôle intervient également dans les différents objectifs, la création de nouveaux départements, la définition des périmètres, etc. Après, une fois qu'on a fait ça, je pense qu'il y a le plan d'action et l'intégration des besoins des autres départements. Et en fait, l'ensemble de ce projet, qui est assez grand et qui doit être fait en amont, permet d'identifier des besoins et des projets qui sont en fait pour ce besoin de recrutement.
Moi, personnellement, je fais pas mal de veille de temps en temps pour voir en fait les nouveaux métiers ou des choses auxquelles en fait on cherche parce qu'il y a un besoin. Euh, voilà, mon tips par rapport à ça. Et en fait, au cours de l'année, on peut avoir des besoins parce que tout peut pas être prévu. Et globalement, c'est le rôle managérial que de pouvoir anticiper le recrutement. Ça prend du temps, pardon, parce que quand on met une annonce, bah, il faut quand même le temps de recruter la personne par la suite et en plus de structurer, que la personne soit efficace. Donc voilà, au cours de l'année, bien anticiper. Le mieux, c'est d'anticiper même avant l'année, mais souvent, c'est pas possible de le faire. Enfin, parfois, c'est pas possible de le faire. Et pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, entre 2019 et 2021, quand je suis arrivée, on était 50. Aujourd'hui, on est plus de 150. Et du coup, il y a eu un vrai besoin de recrutement au sein de WeDoLift et du marketing également. Quand je suis arrivée 3 à 14, du coup, la grande période de recrutement a été importante. Il ne faut pas la négliger, il faut bien l'anticiper, il faut bien la comprendre. Et voilà, c'est réévaluation des besoins au fur et à mesure pour ne pas se retrouver en retard. J'entends. Tu parles effectivement, tu parlais des différents postes qui arrivaient au fur et à mesure de tes enjeux au cours de l'année. Et tu parlais aussi de veille concurrentielle sur les nouveaux profils un peu qui émergent autour du marketing. Nous, c'est vrai que sur une partie plus généraliste, on observe souvent des demandes autour des profils tournant autour de l'acquisition client, de l'inbound, donc du gros. On va avoir effectivement pas mal de profils autour du branding, notamment. De plus en plus, un profil qu'on nous demande, c'est du product marketing manager, profil qu'on n'a pas forcément eu l'habitude de recruter sur les dernières années, mais qui cette année, ou en tout cas depuis quelques mois, émerge fortement. Et c'est plutôt autour du positionnement produit. C'est vraiment un profil qui va faire le lien entre les équipes commerciales, produits et marketing, que tout soit aligné. Toi, aujourd'hui, en interne, comment est-ce que tu as construit ton équipe marketing autour de quel profil? Du coup, chez WeDoGift, alors aujourd'hui, on a 4 départements, 14 personnes qui représentent 4 départements différents. Ça ne s'est pas fait en un jour. Pour donner un peu l'ordre les 4 et comment ils ont été construits, quand je suis arrivée, bon, une évidence, c'est qu'on a toujours des besoins quand même de communication, les plus basiques, etc. Donc, c'est le premier département qui a en soi été créé. Même si aujourd'hui, il évolue vraiment et on en prend toute l'ampleur et il y a une stratégie de marque, etc. Aujourd'hui, c'est faire de la marque une référence globalement, que ce soit du marketing d'influence, des réseaux sociaux, l'événementiel, les relations presse, etc. Mais au départ, bon, c'était surtout aussi en partie d'aide à la vente. Est arrivée après l'équipe acquisition, qui aujourd'hui regroupe acquisition et activation. Mais au départ, c'était comment aller chercher de nouveaux leads. Et moi, je crois beaucoup en l'inbound de base. Donc, il y a inbound, SIA, SEO, le referral. L'objectif, c'est en fait d'aller faire en sorte que les gens viennent nous voir. Donc, toute cette partie acquisition et activation est ultra importante et c'est le deuxième pôle qui a été créé. La troisième partie, c'est l'équipe grosse. Alors, on a 2 équipes, acquisition et grosse. Dans la partie grosse, c'est vraiment savoir utiliser la donnée, automatiser au maximum, faire en sorte qu'on arrive à scaler et développement de nouveaux canaux, créer des nouveaux canaux qui ne sont pas forcément évidents aujourd'hui, mais aller les tester en amont et après pouvoir peut-être les redonner à d'autres équipes, mais en tout cas de tester, vraiment avoir cette ressource de la donnée. Okay. Et la dernière équipe qu'on a créée, c'est justement, comme tu l'as dit, il y a quelques temps, je crois en septembre dernier, on a créé l'équipe marketing produit, où là, c'était vraiment l'idée d'aller construire, faire le lien entre les sales, le produit et le marketing, de marketer les offres, d'essayer de trouver ce que plaisait, les besoins, le marché, comment le construire. Et aujourd'hui, donc en septembre, aujourd'hui, ils sont 3 sur cette partie-là, parce que c'est vraiment un besoin qu'on a, parfois on peut ignorer, mais en tout cas de la bonne connaissance en amont. Voilà. Donc 4 départements, communication, acquisition, grosse et marketing produit. Ok, très clair. C'est vrai que nous, aujourd'hui, sur les différents profils qu'on va nous demander de recruter, on va aussi avoir la problématique de quel niveau de seniorité on va avoir pour quel profil. Parce que forcément, un département qui n'est pas encore créé, en vient la problématique de est-ce qu'on prend un junior qui va, par exemple, tester et voir si ça va être pertinent, monter en compétences et potentiellement créer cette team derrière, ou est-ce qu'au contraire, on a besoin d'accélérer et on va essayer de recruter quelqu'un de plus dimensionné, qui va être opérationnel directement et qui va nous apporter cette best practice. Est-ce que toi, la question de la seniorité vient à un moment donné sur la table et comment tu l'as décrit derrière sur la fiche de poste et sur le profil que tu vas rechercher? Alors, complètement.
Mmh. Honnêtement, c'est pas quelque chose que j'avais mis parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais on pose toujours la question Ouais. de l'expérience que la personne peut avoir. Quand c'est un nouveau besoin, moi et que c'est pas un besoin ultra important ou quand c'est un peu un test, par exemple le marketing produit de base, on avait senti ce besoin un peu en amont, on l'avait pas forcément construit. Du coup, des fois, c'est un peu des tests, c'est une logique quand même d'A/B testing pour ma part. Du coup, au départ, je vais pas mettre une personne avec une forte seniorité. Pourquoi? Parce que je pense que dans un premier temps, déjà, chez WeDoGift, on laisse beaucoup la place, enfin la chance aux gens de pouvoir faire leurs preuves. Du coup, la seniorité vient dans un deuxième temps quand même. OK. Et puis, pour bien cadrer les missions, les périmètres, on arrive à. Enfin, en fait, quand on crée un nouveau périmètre au sein d'une entreprise, en soi, les missions, c'est pas qu'elles sont pas faites, c'est qu'elles sont faites par d'autres personnes. Et du coup, il faut réussir à se mettre, c'est comme si on rajoutait un organe dans le corps. Enfin, il faut que les autres organes ils arrivent à se repositionner un peu. Du coup, je pense qu'au départ, il y a quand même un temps d'adaptation pour bien cadrer tout ça, pour bien réussir à le faire. Après, c'est vraiment ma vision des choses. Ouais. Je ne sais pas si au sein de WeDoGift, tout le monde pense de la même façon. Et après, au bout d'un moment, quand on sent que c'est vraiment une importance cruciale, par exemple, on a vu la communication cette année qui grandissait, il y avait vraiment une stratégie de marque. C'était fait auparavant par quelqu'un qui avait également de l'expérience, mais en fait, on s'est rendu compte de l'ampleur que ça pouvait avoir sur vraiment le côté prendre de la hauteur, avoir vraiment une grande stratégie. Et dans ce cas-là, je vais remettre de la seniorité. Mais c'est pas forcément un réflexe qu'on a chez WeDoGift. En tout cas, depuis 2014, c'est pas forcément le réflexe qu'on a. Moi, quand je suis arrivée, voilà, je n'avais pas énormément d'expérience. C'était un département qui n'était pas forcément censé, de base, dans l'idée, se développer énormément, énormément. Or, le marketing aujourd'hui, je pense qu'il devient un peu essentiel dans les entreprises. Ce serait dommage que je dise pas ça, mais et du coup, en fait, je pense que c'est laisser la chance aux gens dans un premier temps. Et quand on sent vraiment le besoin et que c'est crucial dans les objectifs, on en revient un peu aux objectifs, mais quand dans les objectifs, on sent que c'est vraiment important, que c'est une année à pas rater, que c'est des objectifs à pas rater, auquel cas, là, on vient mettre de la seniorité. OK, très clair. Si on entre un peu plus dans une partie très opérationnelle, maintenant que tu as défini effectivement tes objectifs, que tu as défini quel profil ou en tout cas quelle catégorie de marketeurs tu avais besoin pour rejoindre cet enjeu, cet Mm. objectif. En vient maintenant la question de comment on les recrute concrètement. Comment on les recrute? Nous, pour être dans le recrutement, forcément, on va analyser que tous les clients ont un process de recrutement qui est bien propre à eux, qui va correspondre à leur ADN, qui va correspondre à leur culture d'entreprise. Mais il y a des bases justement que toutes les boîtes doivent avoir avant de se lancer sur le recrutement pur. C'est déjà bien définir un process de recrutement. Quelles sont les étapes qu'on va mettre en place, quels sont les skills, que ce soit des soft skills ou des hard skills qu'on a envie de valider, qu'on a envie de qualifier et comment on le fait. C'est déterminer aussi une timeline. Forcément, vous vous doutez bien que les bons candidats restent pas longtemps en tout cas sur le marché. Ils sont très sollicités, surtout dans un écosystème comme le nôtre, il faut le savoir. C'est des étapes précises. Un candidat doit savoir exactement comment il va démarrer, où est-ce qu'il va aller, par quelle étape il va passer, sur quoi il va être challengé. On peut vous donner des exemples, nous, sur la vision recrutement un peu généraliste de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais ce serait pertinent que toi, derrière, Émilie, tu nous dises comment vous êtes organisé chez WeDoGift. Nous, typiquement, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est généralement un premier screening téléphonique, histoire de détecter si déjà en termes d'expérience, ça peut fitter, si en termes de fit, ça peut fitter. Si les feux sont ouverts, en général, on a quand même un case study, souvent des home assignments qui sont des case studies qui sont envoyés à faire à la maison, pour lesquels on donne un certain laps de temps. En général, c'est entre 48 heures en fonction du poste jusqu'à une semaine. On a derrière souvent un entretien avec des managers où là, c'est plutôt un débrief du case study. Et potentiellement le challenger sur 2 ou 3 éléments qu'on a pu remarquer là-dessus. Et derrière, on est plutôt sur du fit humain. Donc, ou bien avec toute l'équipe, une rencontre, ou bien un déj, ou bien des immersions, toute une après-midi, toute une journée ou toute une matinée, pour essayer de voir si potentiellement les deux parties se voient évoluer au quotidien ensemble ou pas. Les process varient généralement entre 2 semaines et 5 semaines. Nous, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Je ne sais pas si vous, chez WeDoGift, vous êtes organisé de la même manière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Globalement, je vais quand même distinguer deux choses parce que c'est pas forcément les mêmes éléments entre une personne en stage et une personne en CDI. Clairement, pour la personne en stage, c'est
pour les stages, on sait que en fait, le marché du stage aussi, il va très rapidement, notamment pour les bons candidats, et ça va encore plus vite, je trouve, que pour les CDI. Même si tout va vite pour les bons candidats, mais globalement, pour le stage, c'est encore plus rapide. Et du coup, pour la personne en stage, souvent, de toute façon, il y a forcément, comme tu l'as dit, pour nous, un entretien RH pour savoir si dans les compétences, est-ce qu'on recherche, etc., quand on a bien défini la fiche de poste, quand on a bien revu avec les RH ce qu'on souhaitait chercher, que ce soit en termes de compétences ou en termes de soft skills, comment la personne se comporte, qu'est-ce qu'on va vraiment favoriser. Nous, au marketing, on favorise beaucoup la curiosité, la proactivité, je pense un peu au sein de tout le monde. Une fois que la personne a fait son entretien avec les RH, dans ce cas-là, ça va être son manager direct qui, là, va tester les compétences techniques. Et parfois, il y a un case study quand c'est un peu quelque chose, un métier où on cherche de la technicité, pardon. Et après, dernier entretien avec moi pour le marketing, mais sinon, c'est les head-off en général, dans l'objectif de valider un petit peu l'ensemble, de voir la cohérence. Et j'accorde vraiment une importance particulière sur le fit et l'alignement avec les valeurs de la société, parce que je pense que ce n'est pas forcément négatif ou positif, mais en fait, on cherche vraiment des personnes qui nous correspondent pour qu'elles puissent se sentir bien au sein de GIF, parce que je pense que quand on est bien dans son entreprise, après, ça permet de vraiment réaliser ses missions, d'être à l'aise. Et du coup, nous, ça va être les personnes plutôt humbles, curieux, qui aiment apprendre, qui font preuve de bon sens. Et nous, dans les valeurs, il y a également la transparence sur ce qu'ils pensent. Enfin, en fait, faire construire les gens. Donc ça, c'est pour les parties stages. Et en fait, juste pour la partie CDI, on va ajouter un autre entretien par la suite et forcément un case study. Dans l'objectif de vraiment valider ça. Encore une fois, ça peut paraître un peu long. Enfin, je ne sais pas si dans d'autres entreprises, ça peut paraître long. Et en fait, nous, vraiment, l'idéal, c'est que la personne, elle se sente bien. On ne veut pas changer les gens au fur et à mesure. Enfin, vraiment, un peu comme toutes les sociétés, je pense, hein, mais on veut vraiment que ce soit concret, que les personnes, elles restent, qu'elles grandissent. J'ai plein d'exemples de personnes qui sont restées et qui sont passées par du stage, il y a eu quoi, par de l'alternance, par un CDI par la suite, d'autres personnes qui ont fait stage, CDD, CDI, sur des métiers un peu différents. Comme on est un peu en croissance, les métiers changent aussi, donc il faut bien faire en sorte que la personne déjà se sente bien dans la société, sache où elle veut aller, et après qu'elle grandisse avec nous. Donc globalement, stage, nous 3 entretiens avec potentiellement un case study, et pour les CDI, un peu plus 4 entretiens avec un case study aussi. Ok. Et en termes de durée, c'est combien de temps à peu près pour les deux? Ah oui, on essaye d'aller le plus rapidement possible pour les stages. Honnêtement, j'ai déjà fait des recrutements en quelques jours, si vraiment tout s'aligne bien. Après, honnêtement, ça a beaucoup changé en 2020 avec le fait que ce soit que des visios. Ça change beaucoup en réalité, parce qu'on ne voit pas la personne. Même si chez nous, on met tout le temps la caméra, à moins que la personne ne puisse pas, et auquel cas on le fait par téléphone, mais c'est toujours quand même plus agréable de voir la personne, pour ma part, je trouve. Du coup, ça peut aller très très rapidement si tout est bien aligné, si on arrive à coordonner les horaires. Et ça peut prendre quand même beaucoup plus de temps. Oui, je pense que ça peut aller jusqu'à 1 mois, je pense, en CDI, sachant que la moyenne, à mon avis, est autour de 3 semaines. Ok. Ouais, c'est ce qu'on a l'habitude de voir globalement sur le marché. On est autour de 3-4 semaines quand on est sur du CDI. Ok, très clair. On a une question de Karim qui demande quelle différenciation y a-t-il dans le process de recrutement entre un profil marketing et un profil sales, par exemple? J'ai envie de te dire, le process en tant que tel, globalement, les choses à valider seront les mêmes. En revanche, les éléments et les skills que tu vas rechercher sont différentes. Tu ne vas pas rechercher la même chose chez un commercial que chez un profil responsable marketing. Un commercial, tu vas essayer de voir déjà sa capacité d'écoute, la manière dont il va rebondir, dont il va argumenter, son positionnement, l'énergie dégagée, la manière dont il va créer du lien avec son interlocuteur. La ténacité, est-ce qu'il a l'habitude effectivement dans la négo de plutôt baisser les bras ou pas, ou est-ce qu'il va se battre? Alors que chez un profil marketing, en fonction du profil marketing, bien évidemment, ce ne sont pas les mêmes compétences que tu vas rechercher. Si tu peux d'ailleurs nous donner des exemples, Émilie, qu'est-ce que toi tu vas rechercher chez un profil, par exemple, grosse? Allez, au hasard. Profil grosse, c'est souvent des profils qui, c'est quand même, enfin la partie grosse, c'est pas. Aujourd'hui, il y a quelques écoles qui le font, mais c'est encore plus complexe d'un point de vue compétences techniques. Mais ce que je vais chercher, c'est, je pense, le côté analytique, enfin ce qu'on va chercher, parce qu'en réalité,
pas moi qui m'occupe de la présélection des candidats, mais c'est le côté un peu analytique, le côté proactivité, bon sens. C'est un peu plus complexe. C'est aussi le côté connaissance des différents outils, le côté curiosité. Enfin, voilà, ça va être un petit peu tout ce qu'on va chercher de nous, chez nous, en tout cas, pour les profils grosses. Ouais. Et tu vois, typiquement, Karim, pour rebondir notamment sur le process de recrutement en tant que tel, le case study, notamment, ne sera pas du tout le même sur un profil market et un profil sales. Un profil sales, c'est souvent des simulations commerciales, voire des simulations commerciales live plus un case study à faire à la maison, un home assignment. Là où un profil marketing, on ne lui demandera jamais de faire une simulation commerciale. Ce n'est pas là où on l'attend. Ça ne va pas faire partie de son scope ou de son périmètre. En fait, pour rebondir juste sur ça, moi, je trouve que sur le profil marketing, alors peut-être que c'est parce que j'ai ma vision marketing et du coup, voilà. Mais je trouve que les métiers sont vraiment, vraiment tous différents. Parce qu'en fait, entre les 4, par exemple, départements qui sont chez WeGift, il n'y a pas une personne qui a le même métier. Après, je pense que dans les vendeurs, enfin, dans la partie sales, les métiers peuvent aussi être différents entre sales ops, CSM, enfin, sales, et c'est surtout les compétences qui sont différentes. Mais vraiment, chez nous, ça ne va pas du tout être les mêmes choses qu'on va regarder. Et même au sein d'un département, dans, je sais pas, je vais dire la communication, ça ne va pas non plus être les mêmes choses qu'on va chercher. Ouais. Et du coup, je trouve qu'au sein du marketing, chaque métier, enfin, chaque personne, en tout cas, a un rôle différent avec des choses différentes à aller chercher. Ce qui peut peut-être être un peu moins le cas pour la partie sales, mais j'avoue que je parle vraiment avec ma partie marketing. Non, c'est vrai que je te rejoins sur la partie commerciale. Nous, c'est aussi le gros de nos recrutements aujourd'hui. Sur la partie commerciale, globalement, ce qui va vraiment différer, ça va être la typologie de cycle de vente que la personne a pu réaliser. Effectivement, quand on est sur de la vente complexe et quand on est sur de la vente one-shot, ce n'est pas les mêmes cycles de vente, ce n'est pas les mêmes méthodologies, ce n'est pas les mêmes interlocuteurs. Donc, la différenciation se fera là et sur le niveau de seniorité. La complexité plus de la vente ou bien sur le produit en tant que tel. Quelqu'un qui a vendu du SaaS, ce sera quelque chose de différent de quelqu'un qui a vendu un produit physique ou qui a vendu du conseil. La différenciation se fait plus à ce niveau-là, là où effectivement tu te rejoins sur les profils marketing ou com, c'est le fond même du scope et du périmètre qui va changer et donc les skills de surcroît. Donc, si on résume rapidement sur la partie process de recrutement, si on peut donner quelques tips, donc ce serait forcément se démarquer avec un process de recrutement qui est clair, qui donne envie aux candidats, encore une fois. C'est avoir du coup une expérience candidat où chaque candidat se sent valorisé, que ce soit positif ou pas, il ne faut pas l'oublier. Les candidats d'aujourd'hui sont potentiellement vos prospects de demain. C'est quelque chose qui nous arrive très, très souvent. On a rencontré des candidats juniors au début de leur carrière qui aujourd'hui sont des head-of du FT 120 ou du Next 40. Il faut essayer d'aller au plus vite possible, bien évidemment, sans griller des étapes, parce qu'il faut bien valider tout ce qui est à valider en amont. Pas viser une quantité, mais plutôt une qualité. Une erreur de recrutement, ça coûte hyper cher, je ne vous apprends rien. Je pense que tout le monde est passé par là à un moment donné. Anticiper, ce que tu disais, Émilie, anticiper avant tout. Ça prend du temps non seulement de déterminer quel profil est le plus pertinent, de déterminer une job desk, de mettre en place un process de recrutement, d'aller trouver le candidat, de lui faire passer tous les process de recrutement. Ça prend du temps. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire en une semaine. Et notamment pouvoir comparer, avoir un référentiel, parce qu'au début, quand on est dans du recrutement, que ce soit un profil marketing ou autre d'ailleurs, on a tendance à voir que tout le monde est bon. Et puis au fur et à mesure qu'on va voir des candidats, on va se créer un référentiel, on va se créer une base de comparaison, et c'est à ce moment-là où on sera capable de recalibrer et de réaffiner qu'est-ce qui nous correspond le plus par rapport à nous, notre ADN d'entreprise et nos objectifs, nos enjeux. Comment les trouver maintenant, une fois qu'on a déterminé notre process, on a déterminé le type de profil qu'on recherche, on a déterminé tout ce qu'il y avait en amont. Maintenant, si on rentre dans le concret, comment on va aller trouver nos candidats? Forcément, il y a plusieurs méthodologies. On va avoir de la candidature entrante et on va avoir notamment de la chasse. Les candidatures entrantes, c'est parce qu'il y a plusieurs moyens, plusieurs leviers sur lesquels vous pouvez multidiffuser effectivement vos annonces, que ce soit du LinkedIn, que ce soit du Welcome to the Jungle, que ce soit tous les sites de job board spécialisés. Il y a notamment pas mal de communautés dans lesquelles on peut aller déposer des candidatures et ou des offres d'emploi. LinkedIn, forcément, qui est bien évidemment le b.a.-ba de notre métier dans le recrutement.
Et puis sur la partie chasse, ça peut être notamment des personnes en interne chez vous, des talents qui sont spécialisés sur le métier en question et qui vont aller chasser pour la boîte en question, ou bien passer par des recruteurs externes, que ce soit des frics, que ce soit des cabinets, ou que ce soit des plateformes de mise à disposition d'ailleurs. Comment est-ce que toi, Émilie, chez We Do Give, tu vas aller sourcer, chasser ou avoir de nouvelles candidatures? Quelle est un peu ta stratégie à ce niveau-là? Je vais parler vraiment pour le marketing parce que en fait, je pense que ça peut être un peu différent en fonction des postes qu'on va aller recruter déjà. Ouais. Mais nous, globalement, marketing, on utilise principalement Welcome to the Jungle. Mmh. Mais en fait, on l'utilise surtout pour le pipe. Bon, bien sûr, il y a les candidatures qui arrivent, mais en fait, on gère l'entrant sur ça pour faire passer d'une étape à une autre. Après, on utilise également Job Teaser ou de la cooptation aussi, ce qui en soi est la cooptation et le côté rewarding à la personne, on essaye de s'en appuyer aussi. Je pense que, enfin, une fois qu'on a dit qu'on utilisait principalement Welcome to the Jungle pour l'entrant, en fait, le plus gros du travail pour les trouver, je pense, et pour sourcer les bonnes personnes qui cherchent le métier, en fait, on travaille beaucoup sur les annonces et la formulation des annonces. OK. Parce qu'on pense que c'est un peu important en fonction des certains mots-clés. Bon, après, c'est un travail un peu marketing et SEO, je vais dire, mais on fait un gros travail sur les annonces. Et pour des postes, quand ils sont un peu plus précis, dans ce cas-là, on va faire de la chasse sur LinkedIn. Mais aujourd'hui, on a des personnes aux ressources humaines et notamment une personne justement en talent acquisition. Mais aujourd'hui, on va même faire la chasse par nous-mêmes, c'est-à-dire pour aller présélectionner des profils, pour essayer d'identifier, notamment quand c'est un peu des nouveaux métiers. Et les réseaux d'écoles également, des forums. Et bien sûr, comme je l'ai dit, la cooptation. Et je disais, c'est que We Do Give, c'est un très bon outil pour ça, pour faire le reward aux personnes. Mais justement, en fait, on s'en sert aussi comme en interne pour faire du rewarding aux personnes. OK, très clair. Donc, tu dis typiquement que dans certains cas où effectivement c'est des nouveaux postes où tu testes encore, ça t'arrive de toi présélectionner les profils? Alors, c'est pas moi, c'est les équipes, parce qu'en fait, c'est elles qui sont au plus près. Et vraiment, il y a une côté où voilà, Ouais. chaque département a son choix. Ouais. Et on va faire de la chasse. Et alors, il y a deux choses. Soit c'est très spécifique, soit c'est parce que c'est un métier qu'on recherche et qui est pas très, enfin, il y a peu de candidatures ou des choses comme ça. Ouais. Et dans ce cas-là, on va essayer d'un peu pousser le destin. Et on l'a pas automatisé. Enfin, je pense qu'il y en a une partie à l'échelle de l'entreprise, mais nous, on le fait encore un peu nous OK. pour essayer d'aider. Et puis, je pense que les managers des différents départements savent exactement aussi les personnes qu'il leur faut. Enfin, en tout cas, savent en grande partie qu'il leur faut. Et du coup, ça veut voir les bonnes expériences passées, des choses comme ça. Voilà, c'est pour faire un peu gagner du temps. C'est pas forcément, je veux dire que sur 100% de notre recrutement, ça représente peut-être que 20%. Honnêtement, il n'y a pas encore d'énormes besoins comme ça. Ouais. Je pense que peut-être au fur et à mesure, le côté seniorité qu'on va potentiellement mettre en place en fonction des enjeux, des métiers encore plus importants. Comme je parlais de la veille, mais quand on découvre un nouveau métier, c'est bien aussi d'aller chercher les profils qui ont ce métier-là. On parlait du product marketing, mais comme on disait, il y a quelques temps, il n'y en avait pas. Et il n'y avait pas dans les job desks, enfin, personne ne cherchait vraiment ça. Du coup, en fait, pour aller chercher des gens dans ces domaines-là, on ne l'a pas fait parce qu'on a eu des personnes qui étaient soit en interne, soit en externe, mais qui avaient postulé. Mais typiquement, c'est un des métiers sur lesquels on aurait pu le faire parce que un peu précis. OK, très clair. Tu parlais justement de la gestion de ton pipe à travers Welcome to the Jungle. Est-ce que vous avez d'autres outils qui vous permettent en ATS ou d'autres outils qui vous permettent de suivre les candidatures autrement que Welcome ou pas en interne aujourd'hui? Pour le moment, non. Après, je sais que ça peut souvent être un besoin de centraliser tout. Aujourd'hui, c'est pas en tout cas, je parle encore une fois, de mon point de vue, hein. Je pense pas que ce soit une problématique au sein de chez nous, même si en fait, en gros, on a des étapes standardisées et fixées avec les ressources humaines pour une cohérence dans le traitement, un peu au niveau de tous les départements, OK. et que ça fasse une centralisation. Donc ça, c'est l'outil, en fait, on va chercher ça, la centralisation et la standardisation, même s'il peut y avoir des choses qui soient différentes, que ce soit dans les use cases ou autres. Mais comme on parle des entretiens, en gros, le nombre d'entretiens, il est un peu fixé pour tout le monde. Après, il peut y en avoir plus si le poste, plus ça va aller dans les responsabilités, plus il va y avoir d'entretiens. Mais voilà. Donc, standardisation. On fait également, ce que je trouve important, c'est après chaque entretien, un débrief écrit sur l'outil. Et chez nous, c'est Welcome to Jungle. Je ne sais pas si ça sera amené à évoluer ou pas. Enfin, pour l'instant,
voilà, ça correspond complètement. Et pour nous, une fois qu'on a fait un débrief, qu'on fait avancer ou qu'on ne fait pas forcément avancer les candidats, il y a une autre partie pour nous, comment on gère le candidat qui est ultra importante, c'est le retour. Comme tu l'as dit, en fait, voilà, c'est aussi l'image de la société, c'est l'image de comment on est en interne. Et le retour au candidat est une étape importante qu'on essaye en tout cas au maximum de ne pas négliger, même qu'on ne néglige pas, mais on essaye de le faire au maximum et le mieux possible, d'expliquer en tout cas pourquoi, si jamais ça n'a pas été. Et voilà, c'était une étape que je voulais souligner qui était importante pour nous. Complètement. Ça rejoint complètement la marque employeur et l'expérience candidat parce que c'est un petit écosystème déjà et qu'encore une fois, vos candidats d'aujourd'hui peuvent être vos clients de demain et qu'il n'y a rien de pire pour une boîte que plusieurs candidats qui ont une mauvaise expérience et qui au final vous font de la mauvaise pub. Et après, ça peut arriver que des gens nous fassent de la mauvaise pub, très sincèrement, mais en fait, je trouve que même la réponse, enfin, des avis clients chez WeDoGift en étant du B2C et du B2B2C, on en a, enfin, c'est normal en fait, c'est normal qu'il y ait des gens qui ne le prennent pas bien parce qu'on fait un retour parfois négatif. Par contre, ce qui est important, c'est de pouvoir prendre des actions par la suite, de savoir potentiellement qu'est-ce qui n'est pas forcément bien passé, de réussir à se remettre en question aussi, ça c'est ultra important. Très honnêtement, je pense qu'on en a certains et franchement, c'est logique. Je pense que qui n'a pas mis un avis négatif suite à une mauvaise expérience, après, c'est pas très grave. Voilà, faut juste pas que ça se reproduise, il faut savoir apprendre de ses erreurs et il faut savoir se remettre en question. Carrément, complètement. Pour vous donner notamment quelques tips, si on revient rapidement à la partie pipe candidat, nous, forcément, Welcome to the Jungle est un incontournable. Nous, la majorité des acteurs avec lesquels on a pu avancer quand ils arrivent sur une vraie problématique de volume, forcément, Welcome to the Jungle est un des leviers qu'ils utilisent, mais ils auront besoin d'un outil pour tout centraliser. Et sur l'écosystème tech, souvent, c'est des levers, souvent, c'est Workable, une version gratuite qui peut être Trello aussi. C'est un peu plus à la mano, mais ça fonctionne plutôt bien et c'est gratuit. On va en avoir qui utilisent des HubSpot aussi pour suivre les candidatures. Mais c'est vrai que Welcome est très bien fait. C'est fait sous forme de Trello au final, un peu dans le même état d'esprit qu'Amban. Ça peut vous donner quelques idées si vous cherchez un outil, pour pouvoir suivre votre paye. Comment tu vas faire, toi, chez WeDoGift, pour séduire, pour être dans la séduction avec les candidats, pour les attirer, pour faire la différence par rapport à la concurrence, si tu sais que la personne qui est en face, par exemple, avance avec 3 autres entreprises? Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que pour les séduire, déjà, il y a la notoriété de la marque. Je dois avouer que je ne pense pas que ce soit la plus grande force de WeDoGift aujourd'hui, même si on a compris tout ça et la marque employeur, comme on l'a dit et comme on l'a cité auparavant, en fait, ça devient un de nos objectifs pour 2021. Maintenant qu'on commence à être plus de 150, que les gens commencent à entendre parler de nous, qu'on commence à avoir plus de candidatures, etc. Ça commence à arriver, mais la notoriété de la marque, je pense qu'à poste égal, ça fait la différence quand même. Il n'y a pas que ça. Après, il y a le côté du coup de notoriété de la marque employeur, comment nos salariés parlent de nous, le côté valeur aussi, qui est souvent important et qui est souvent revenu quand j'ai fait des entretiens. C'est pourquoi vous allez choisir telle ou telle entreprise. Après, on a un entretien, donc c'est quand même c'est de la séduction mutuelle, mais globalement, c'est les valeurs de la société qui sont importantes. Et après, la réputation aussi, mais pas que de la réputation, on va dire sur les réseaux. En fait, c'est vraiment plus profond que ça. Par exemple, nous, on est 6e au sein du classement Happy at Work pour les entreprises ou les salariés de moins de 28 ans, je crois. Mais donc, en fait, c'est justement à essayer de trouver des labels pour le prouver. Enfin, c'est comme partout, en fait. Plus il va y avoir un label, mieux ce sera. L'idée, c'est vraiment d'essayer de le prouver, pas seulement que en surface. Okay. Après, le troisième, je pense, pour la séduction, c'est l'émission. L'idée, c'est de faire correspondre le poste à la personne et pas la personne au poste. Okay. C'est quelque chose que je répète assez régulièrement quand je fais des entretiens, mais en fait, on peut changer un peu d'émission pour les réattribuer. Et on a encore la chance aujourd'hui, en étant 14, de pouvoir faire évoluer. On est en croissance. Du coup, on peut encore faire un peu évoluer les postes et les périmètres. Et je pense qu'en fait, il ne faut pas le négliger maintenant, parce qu'une personne, ça ne sert à rien de forcer une personne à faire quelque chose qui ne lui conviendra pas non plus par la suite. Du coup, je repasse souvent sur l'émission, qu'est-ce que la personne a compris, qu'est-ce qu'elle veut faire.
c'est quoi son poste idéal. Il y a des choses, on est obligé de les faire. Enfin, des fois, il n'y a pas le choix, mais quand on peut un peu adapter, autant le faire. Ça montre aussi à la personne Ouais. voilà, qu'on l'écoute. Et après, je pense qu'il y a l'expérience candidat. J'ai eu beaucoup de candidats acceptés ou pas acceptés d'ailleurs qui m'ont dit que par rapport à We Do Gift, l'idée, c'est vraiment qu'il y a un accompagnement du début à la fin. Souvent, on fait cette remarque-là pour les ressources humaines, même pour les managers. Enfin, souvent, je pose aussi la question de comment ça s'est passé. Et à chaque fois, c'est plutôt bien. Et quand les gens arrivent chez nous, on repose la question, on fait des feedbacks, etc. Enfin, et je pense que tout ça, voilà, c'est important. Du coup, la notoriété de la marque employeur, les missions de l'entreprise et l'expérience candidat. Après, il y a également, bien sûr, la rémunération. Ouais. Mais on n'a pas forcément cette problématique aujourd'hui. Enfin, c'est un choix, mais on n'est pas forcément. Enfin, c'est pas forcément quelque chose qui nous est reproché. Je pense qu'il y a plus la notoriété de la marque qui nous est reprochée. Ok. Et aujourd'hui, en gros, pour nous, la plus grande force dans tous les cas pour la séduction, c'est aussi les employés. C'est-à-dire que, en fait, leur retour, il est ultra important. En fait, on essaye de. Voilà, les gens, ils sont arrivés, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui arrivent pour un métier qui, au final, se transforment, l'évolution en interne, des choses comme ça. En fait, ça fait aussi des bonnes. Enfin, il y a l'expérience utilisateur et l'expérience collaborateur qui permet aussi d'avoir une bonne image à l'extérieur. Et c'est un élément pour moi de séduction qui est important et pas à négliger. C'est un peu comme de l'inbound au final. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, on va le travailler comme ça et les gens vont revenir en ayant un bon écho de ce qu'on a fait. Et c'est plutôt comme ça que je le vois aussi. Et ça ne sert à rien de prouver par A plus B. Après, c'est nécessaire, d'où le classement, les classements, etc., les labels. Mais je pense que ça ne sert à rien de forcer le destin. En fait, en le faisant du bien, on aura du bien aussi. Du coup, je pense que c'est voilà, je pense que c'est les quatre plus grands critères pour moi. Ok, très clair. Tu parlais justement des missions. Nous, quelque chose qu'on voit beaucoup côté candidat, c'est au-delà des missions, les objectifs qui vont être demandés. Et il y a souvent un flou autour des objectifs avant que tu démarres justement sur un nouveau poste dans une nouvelle boîte. Est-ce que c'est des questions qui reviennent souvent de ton côté? Et si oui, comment tu organises ça? Est-ce que tu sors des objectifs très détaillés qui lui permettent de se projeter, ou est-ce que ça se construit au fur et à mesure? Alors, en fait, pour les objectifs, je pense que c'est beaucoup une histoire de vision. Enfin, en fait, on me demande rarement les objectifs chiffrés, mais par contre, on demande souvent qu'est-ce qu'on va faire sur l'année. Or, si je reprends en fait depuis le départ, c'est la première partie qu'on avait justement. Moi, normalement, sur chaque poste, en fait, on sait qu'est-ce que la personne va faire, on sait globalement ses grands objectifs. Donc, en fait, j'ai pas de mal à lui donner la vision. Je pense qu'on a beaucoup travaillé en 2020 sur la clarification de la vision aussi de We Do Gift, le fait de devenir expert des avantages salariés au global, le fait d'avoir un peu plus une idée de la stratégie générale, etc., et de là où on veut aller. Et souvent, les candidats ne demandent pas les objectifs concrets, mais demandent 2021, on va arriver vers où. Et après, les objectifs arrivent quand la personne arrive chez nous. Et dans ce cas-là, oui, mais en fait, les objectifs sont un peu fixés par les personnes qui arrivent aussi. On a une grande idée, mais on responsabilise aussi beaucoup les gens, notamment en CDI. Après, quand elles arrivent dans un poste, en fait, on demande aux gens de se responsabiliser aussi. Ouais. Et voilà. Donc, j'ai pas vraiment de personnes qui me demandent les objectifs, ou alors quand elles me le demandent, je donne une vision avec le grand objectif de l'année, Ouais. peut-être découpé en 2-3 objectifs, hein, mais c'est pas ultra précis en tout cas. J'ai Ok. pas eu cette demande. Ok. Est-ce que, au-delà des objectifs, le sujet de quelles sont les ressources, les moyens qui me seront attribués, c'est quelque chose que vous évoquez aussi en amont? Oui, enfin, je l'évoque pas, mais ça pour le coup, c'est vrai que c'est une des questions parce que quand on fixe un cap, faut savoir qu'est-ce qu'on a pour le faire. Du coup, c'est quelque chose qu'on peut vite dire, que ce soit dans le nombre de personnes, que ce soit dans le nombre de personnes actuelles et projetées. Mmh. Ça peut être une question. Dans les outils, le budget associé, Mmh. où là, j'avoue enfin, je pense que c'est pas forcément la première chose. Je pense que c'est surtout en ressources humaines et outils. Donc, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui est en place, qu'est-ce qu'on veut faire, quels sont les moyens qu'on se donne pour arriver à l'objectif. Parce que je pense qu'un objectif trop haut avec peu de ressources ou enfin, ça nous dévalorise beaucoup. Et en fait, de dire à la personne que globalement, en fait, c'est à elle aussi de voir ce dont elle aura besoin, qu'on sait qu'il y a un gros objectif là-dessus. Je pense que ça favorise le côté séduction. Complètement. Complètement. Si effectivement l'objectif est cohérent, atteignable, mesurable et qu'il est déterminé dans le temps, Mm. effectivement, on peut y aller, quoi. OK. Si on parle un petit peu, bon, je sais que c'est un sujet à part entière et potentiellement qui
il fera objet d'un autre webinaire, mais j'aimerais bien qu'on l'évoque rapidement. C'est une fois que c'est fait, comment tu gères un peu ton onboarding. Maintenant qu'on s'est tapé dans la main, on a dit qu'on allait avancer ensemble. Qu'est-ce que vous, chez WeDoGift, vous avez mis en place sur les premiers jours, semaines, mois pour intégrer les collaborateurs sur la partie market? Alors, en fait, c'est général à la société. On y a beaucoup travaillé. En fait, c'est la partie CHO qui s'en est beaucoup occupée sur la dernière année. Bon, déjà, ça a été encore une fois, c'est un autre impact qui a été beaucoup chamboulé sur 2020. L'arrivée des gens dans l'équipe, sachant que c'est une équipe à distance. Enfin, on est encore en présentiel, mais enfin, arriver à distance quand on est forcé, notamment pendant les confinements, etc. Donc, ça a été beaucoup revu. Aujourd'hui, je pense qu'on arrive quand même un peu à une maturation. En gros, nous, les onboardings se font tous les débuts de mois. Il n'y a pas d'arrivée entre-temps. Pourquoi? C'est pour augmenter un peu cette ambiance promo. Parce qu'on sait quand on arrive dans une entreprise, s'intégrer, c'est un travail, c'est un effort. Du coup, on veut créer de la cohésion. Donc, avec une ambiance promo, c'est plus simple. Par exemple, en janvier, on a eu 20 personnes qui sont arrivées ensemble. Après janvier, c'est des grosses périodes. Il y a des grosses périodes de recrutement, et notamment en janvier, c'est souvent des grandes promos. L'idée, il faut vraiment être bien organisé, avoir un process qui soit bien structuré pour que les gens, que ce soit fluide. Aujourd'hui, on fait aussi après, on fait des feedbacks justement sur les onboarding. Et comment ça se passe? Globalement, c'est 3 jours de formation, ou là, 2 à 3 jours, parce qu'en fait, ça varie un peu, avec une rencontre avec tous les départements, présentation de la société, des enjeux, des objectifs aussi, explication du produit, des produits même, du marché. En fait, c'est 2 à 3 jours très, très, très intenses où globalement, on fait beaucoup répéter les choses, mais l'idée, c'est de justement, la répétition permet de la compréhension, que ce soit plus simple par la suite. Donc, vraiment un temps dédié à tout ça. Après, je vais parler pour le marketing du coup, parce que pour les personnes qui arrivent, à partir du 3e ou 4e jour, il y a l'intégration dans le marketing. L'idée aussi à ce moment-là, c'est pas de lancer la personne avec son équipe et puis hop, qu'elle commence à faire ses missions. C'est vraiment rencontre individuelle. Comme j'ai dit, il y a 4 départements au marketing et puis on est 14. C'est vraiment une rencontre individuelle, un petit temps avec chaque personne. Avec les 4 grands départements pour comprendre les différents périmètres. Puis en même temps, une rencontre individuelle avec les personnes de ce département-là. L'idée, c'est de créer de la discussion. C'est de présenter bien sûr les grandes missions, mais c'est vraiment créer la discussion humainement. Et ça, à distance ou en présentiel. Enfin, ça ne change pas du tout. Avec le côté un peu visio, le côté on se rencontre, on met des noms sur les gens, ça devient humain, etc. Enfin, vraiment, c'est important. Du coup, ça, c'est globalement le 3e à 4e jour. Et après, on refait une intégration, mais au sein du département, là où c'est vraiment présentation du poste, prendre du temps pour faire comprendre ce qui a été fait, ce qui va devoir être fait. Donc ça, c'est toute la première semaine. 2e semaine, les premières missions. Continuer un petit peu de voir les interlocuteurs quand il y a besoin. En fait, identifier un peu ce qu'on appelle les interdépendances chez nous, mais savoir, rencontrer les gens, commencer ses premières missions tout doucement. Et après, on fait également des débriefs à semaine plus 1, S plus 1, M plus 1, et un accompagnement tout au long de l'année. L'idée, c'est de vraiment comprendre là où on peut s'améliorer. Encore une fois, on est vraiment quand même dans la prise de recul et on essaye de s'améliorer. On n'a pas, après, à S plus 1, il n'y a pas souvent de grandes problématiques, il n'y en a même pas. Mais après, il y a des petites choses qu'on pourrait améliorer. On ne se rend pas forcément compte quand on le fait au fur et à mesure. Savoir le mettre à jour. Et là, récemment, on a également mis en place les buddies. Donc en fait, et ça, c'était une très bonne idée également de la part des CHO et justement pour l'intégrer, mais pas seulement que de l'équipe, en fait. Les buddies, c'est une personne qui va accompagner un nouvel arrivant, mais pas au sein de la même équipe. Donc, par exemple, pour moi, au marketing, il n'y aura pas une personne du marketing qui va l'accompagner. Ce sera une autre personne d'ailleurs. Et en fait, ça permet, parce qu'il y a 2 intégrations, il y a vraiment l'intégration dans l'émission et point de vue plus personnel au sein de l'entreprise. Et du coup, ça permet d'alimenter le deuxième, important. Et la dernière chose, il y a tout ce qui va être marque employeur, appartenance à l'entreprise, où là, justement, à cet onboarding, on va distribuer un kit, que ce soit des pulls, des pochettes, des goodies. Voilà, pour en fait faire un peu l'appartenance matérielle à l'entreprise. Donc, en fait, tout se passe un peu sur
sur sur le premier mois, on va dire, mais avec un vrai focus en première semaine pour essayer de faire découvrir les choses. Et après, au fur et à mesure du temps. Sachant que là, la deuxième organisation, quand ils intègrent le marketing, c'est vraiment dédié au marketing chez WeDoGift qu'on essaye après de développer. Et je pense que c'est à peu près partout dans les autres départements, mais je parle vraiment pour le marketing. Ok, très clair. Il y a Karine qui nous conseille d'ailleurs Random Coffee pour l'onboarding des nouveaux arrivants, Ouais. surtout pour l'onboarding digital. Je t'avoue que je ne connais pas, je vais me le noter, je vais regarder ça. Bah, en fait, c'est un peu, ouais, je sais que pour les buddies, justement, il y a un petit peu ça au départ. C'est est-ce que tu veux aller prendre un café, on va Ouais. discuter. Et à distance, bah, en fait, ouais, c'est clairement un onboarding digital qui peut être bien. Il ne faut pas négliger, en fait, l'onboarding, même en digital. J'entends. Top. Si je te pose un peu la question de sur quel profil, toi, tu as le plus galéré à recruter une personne, ce serait qui? Alors souvent, quand on galère, alors les postes en gros sont quand même complexes, hein, notamment en stage. Les postes en gros sont très complexes parce que, comme je dis, il n'y a pas vraiment une école ou un parcours qui est dédié. Du coup, c'est un peu quelque chose de nouveau. Il faut vraiment être curieux, il faut vraiment faire quelque chose de spécialisé. Après, en réalité, si jamais on a des problématiques, c'est souvent parce que soit les critères sont pas bien définis, soit on n'est pas aligné. Mm. Ce qui arrive de moins en moins, mais ce qui peut arriver. Du coup, là, c'est au bout de quelques temps, quand on voit que ça avance pas, que les profils ne correspondent pas, réalignement en interne. Et après, ouais, non, sur les différents produits, enfin, les différents métiers, ouais, je dirais grosse, peut-être le plus compliqué. Ok. Ok. Vous recrutez d'ailleurs en ce moment? Actuellement, vous recrutez sur du marketing? Ouais, bah, déjà, on finit le plan de recrutement. Et justement, je pense que hier, sur la partie grosse, a été publiée une offre qui demande Generation. Mm. Justement, j'en parlais ce matin pour dire que je savais pas. En fait, Demand Generation, je sais pas si ça parle. Je pense que ça parle pour les spécialistes. Bref, en fait, c'est tout un jeu d'intitulé de poste. Mm. Et après, il y a encore une autre personne, par exemple, en community management. C'est pareil, c'est une création vraiment dédiée au community management en stage. Et après, d'autres postes qui vont arriver, je pense, dans les prochaines semaines, parce que bah, ça arrive vite. Au final, l'année, elle va passer vite. Et comme on dit, anticiper, faut qu'on les prévoit dès maintenant pour la fin d'année, sachant que nous, il y a vraiment une grosse période de fin d'année. On est chez Cadeau, c'est la fin d'année, à Mm. partir de septembre. Donc, en fait, pour être vraiment efficace pour la fin d'année, il faut que ce soit fait avant. Donc, la grande partie, je pense que va se passer entre mars et juin de Ok. recrutement pour le marketing. Ok, ok. Très clair. Top. Est-ce que, bah, si vous avez des questions, vous, de votre côté, n'hésitez pas. Je pense qu'on arrive globalement sur la fin. N'hésitez pas à les envoyer directement sur le chat. On y répond de ce pas. Est-ce que toi, Émilie, tu as des éléments sur lesquels on n'a pas forcément, on n'a pas forcément abordé, sur lesquels tu as envie de revenir, un partage d'expérience, une petite anecdote, quelque chose que tu aimerais Euh, partager? Pas vraiment, en fait. Je pense que, alors juste pour le recrutement en Mm. marketing, parce que j'ai 29 ans, je pense que souvent on peut se dire dans les profils que la seniorité passe par l'âge. C'est vrai et c'est pas vrai. En fait, juste pour WeDoGift, par exemple, la moyenne d'âge, elle est aujourd'hui de 27 ans chez WeDoGift. Elle a tendance à augmenter au fur et à mesure un petit peu. Mais je pense que c'est important de dire laisser la chance aussi aux gens. C'est vraiment dans l'ADN de WeDoGift. Et également le côté un peu promotion interne, où nous, on a, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est presque 45% des stagiaires ou alternants qui ont une suite chez WeDoGift, pareil, à former. C'est sûr qu'une personne en stage, elle n'arrive pas pour le même métier qu'une personne en CDI. Il y a quand même un devoir de formation qu'on a derrière, stagiaire ou alternant d'ailleurs. Mais voilà, en fait, en gros, si on a bien construit le départ, si le recrutement est bien fait, si on arrive à bien développer les gens et en fait faire correspondre le métier à la personne, comme Mm. je dis, après, derrière, c'est beaucoup plus, c'est simple et la personne a compris. Et l'idée, c'est vraiment de former les gens, de les accompagner et qu'ils s'épanouissent dans leur métier. Complètement. Complètement. Si effectivement les bases sont bien mises, normalement, ça devrait rouler derrière, hein. Pas trop de risques. Top. Bah, écoutez, merci tout le monde en tout cas pour votre présence. On a une petite question qui pop-up. Comment gérez-vous l'appréciation des compétences dans le cadre d'un recrutement sur des compétences que vous n'avez pas en interne pour venir compléter vos profils? Je pense que, juste par rapport à ça, ça s'est produit là récemment, par rapport à moi. Je ne suis pas experte de métier particulier, hein. Il y a des compétences que je ne connais pas exactement.
Justement, en fait, c'est aussi à la personne quand elle le présente. Je pense qu'on a quand même un peu des grands axes de réflexion sur ces compétences-là. Puisque si on sait qu'on a besoin d'un recrutement, on sait pourquoi on a besoin de ce recrutement-là, donc on sait à peu près vers quoi aller. C'est très vague et c'est très grand et le détail justement doit être apporté par la personne. Je pense que parfois c'est des risques. Il y a aussi le côté connaissance externe, demander l'avis d'autres personnes. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de développer aussi chez WeDoGift qu'on ne faisait pas forcément avant. On était très centré sur nous-mêmes. Et en fait, de demander l'avis d'autres personnes, d'autres entreprises qui ont eu cette problématique-là, je pense que c'est essentiel aussi. Le côté entraide entre les personnes pour les compétences sur ce qu'on n'a pas en interne. Et après, je pense qu'il faut que ce soit la personne la plus rapprochée de cette personne-là qui arrive à juger un petit peu sur les grandes caractéristiques. Et là, je pense que le use case, c'est important. Complètement. Ouais, je te rejoins effectivement. N'hésitez pas à demander à droite, à gauche dans votre réseau. C'est le meilleur moyen de savoir quelles sont les compétences clés pour l'enjeu en question et donc pour le profil. Ça vous donnera au moins des billes. Et derrière, le case study est primordial, forcément, sachant que dans tous les cas, le référentiel et la comparaison candidat vont avoir aussi un poids dans votre décision à ce moment-là. C'est-à-dire qu'au début, on va avoir un candidat, on ne sait pas trop s'il est bon ou il n'est pas bon. On envoie un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Forcément, on commence à avoir un référentiel. En fait, les case studies permettent aussi de se projeter et de savoir quel est celui qui a été le plus pertinent par rapport à cet enjeu, par rapport à ce case study, par rapport à ce qui nous a fourni en fait tout au travers du process de recrutement. Mais n'hésitez pas en amont, si vous n'avez pas du tout d'idée de quelles sont les skills qui sont nécessités derrière ce profil ou le recrutement de ce profil, en tout cas, à demander. Votre réseau sera hyper preneur d'échanges de best practices et vice-versa. Nous, on a souvent des anciens clients avec lesquels on ne travaille plus forcément parce qu'ils ont tout internalisé, mais avec lesquels on a gardé une superbe relation, qui nous appellent de temps en temps pour savoir justement quelles sont les compétences à rechercher derrière tel type de profil, voire même quelle est la rémunération que je dois allouer pour tel ou tel profil. Ouais, sachant qu'en plus, et moi, ce que je fais aussi pour les quelques profils, c'est aussi d'aller voir, comme je disais tout à l'heure, sur un métier, quand on ne sait pas exactement les compétences ou autre, il y a quand même les missions, la question des missions. Moi, je vais beaucoup faire la veille, ne serait-ce que d'aller taper le poste qu'on souhaite pour voir en fait ce qui est derrière. Parce que des fois, c'est un peu flou et quand on ne sait pas, ça m'est vraiment arrivé plusieurs fois. Et en fait, ça permet déjà de cadrer un peu et après, le côté retour d'expérience des gens sur ces missions-là, quoi. Complètement. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, je pense qu'on est plutôt bon. Il est 55. On va vous laisser aller déjeuner. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Il y aura un replay derrière pour ceux qui n'ont pas pu assister. On a eu beaucoup de demandes en amont pour savoir si ça allait être diffusé ou pas. En parallèle, si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées. On sera ravis de pouvoir échanger, d'en discuter de vive voix. Et puis en espérant tous vous revoir pour un next webinar sur un enjeu sur lequel vous avez envie qu'on échange, qu'on discute, sur lequel vous avez envie d'avoir plus de tips. Merci en tout cas à tout le monde. Merci Émilie. Merci beaucoup. Merci beaucoup également. Et puis j'espère à très vite tout le monde. Excellente journée. Merci, bonne journée.